Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Deuxième dossier de ce JDA, Hassen Ould-Debat, bonjour, vous m'entendez ? Je vous entends très bien, bonjour. Je vous remercie, vous êtes consultant, journaliste et spécialiste d'Al-Qaïda au Maghreb. Alors, ce printemps arabe connaît des fortunes diverses, selon que l'on soit en Libye, en Tunisie, en Égypte ou au Maroc. Et il y a une tendance qui se confirme, c'est la percée fulgurante des islamistes. Alors, comment expliquer cela, Hassen Ould-Debat ? La tendance générale est exactement celle que vous venez de l'expliquer. Maintenant, si on rentre dans les détails sans être très très long, en Tunisie, c'est une situation où les lecteurs se trouvent entre les choix ou bien des opposants qui se sont compromis avec Ben Ali, ou alors d'autres opposants qui se sont exilés, ou alors les islamistes. Alors les opposants qui se sont exilés, ils ont leur représentant, c'est l'actuel président tunisien, et il reste les islamistes qui ont l'air d'avoir une bonne base. En Égypte, c'est la terre de naissance de la confrérie des frères musulmans. Oui. Et à part le parti de Moubarak, il n'y avait tout simplement que sur le terrain. Donc c'est vraiment une tendance plus de rejet de Moubarak que d'espérance en les frères musulmans. Ils sont d'ailleurs présents sur la scène sociale à travers des hôpitaux et de l'aide directe dans les quartiers pauvres. Alors en même temps, c'est vu... Oui, je vous écoute. J'allais juste terminer avec le Maroc et la Libye, si vous le permettez. C'est que le Maroc, on se dirige vers une sorte de gouvernement issu des élections législatives. Et donc, de l'aveu des Marocains eux-mêmes, c'est d'une telle complexité que dans les autres pays arabes, les gens ils crient en demandant la chute du régime, alors qu'au Maroc, c'est un peu plus complexe parce qu'on demande surtout des réformes. Alors, le cas le plus compliqué, c'est la Libye. La Libye était l'espérance de l'Occident, et depuis le discours d'investiture du président Mustafa Abdel-Jalil, quand il a prononcé le mot qu'il y aura l'application de la charia, oui. ça a constitué un blocage. Mais alors justement, même, je vous écoute. Oui, mais ça inquiète l'Occident quand même, cette percée des islamistes. Absolument. Alors, Mustafa Abdel-Jalil, du côté, il faut juste, nous, on est ici, du côté occidentaux, on s'est dit qu'après tout, la France a envoyé des militaires, il y a des hommes européens qui ont risqué leur vie pour démocratiser, entre guillemets, ce pays-là et le débarrasser de son dictateur. Mais du côté de la Libye, c'est une toute autre histoire. Mustafa Abdel-Jalil s'est retrouvé devant un problème statistique. C'est-à-dire que la guerre pour se débarrasser de Kadhafi lui a coûté 30 000 morts. Et tous ces morts sont pratiquement entre 25 et 35 ans, c'est-à-dire des hommes en âge de se marier. Du coup, il se retrouve avec beaucoup de filles en âge de se marier, mais pas de mari. Et donc, pour, on va dire, caser cette masse des gens, ou pour les nourrir tout simplement, parce que vous savez très bien que dans ces pays patriarcaux, nourrir une fille signifie à lui trouver un mari. Donc pour pouvoir les marier, c'est une question tout simplement statistique. On se retrouve d'un côté avec beaucoup de femmes et de l'autre pas assez d'hommes. Donc la polygamie. Donc pour légiférer sur la polygamie, il fallait l'autoriser et donc le mot a été prononcé, la charia. Alors je prends un exemple peut-être extrême, mais on n'est pas choqué de voir un Bush, fils, au nom de la lutte contre le diable, faire des prières même à la Maison Blanche, on l'a vu. Ça ne choque pas de voir des Américains partir en guerre contre l'islam, contre le diable, et en se targuant d'être des chrétiens. Et en même temps, on est choqué de l'autre côté quand on voit arriver ces islamistes. D'ailleurs, on ne sait même pas comment il faut les définir. Est-ce que ce sont des islamistes? Est-ce que ce sont... enfin, en tout cas, comment mêler tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, dès qu'on dit islamiste, ça inquiète? Je vois parfaitement ça à quoi vous faites allusion. Le problème est que Bush était dans la situation de l'agressé, de la victime, parce qu'il avait quand même 3000 morts et des tours qui sont réduites en poussière. Et donc s'il est parti en croisade, il avait quand même quelques circonstances atténuantes, si je puis me permettre. Or, le monde arabe, dans la situation actuelle, mis à part la Palestine, se trouve quand même dans la situation de l'agresseur, c'est-à-dire celui déjà qui tente d'envahir l'Europe. Je me mets encore une fois dans la peau de l'Européen pour essayer de comprendre. Il y a la poussée migratoire et il y a surtout ces périls verts qui viennent du Maghreb, alors que c'est quand même une surprise assez désagréable pour l'Occident qui voyait plutôt d'un bon œil ces démocratisations et qui pensait que ça allait plutôt occidentaliser entre guillemets le Maghreb et l'Égypte. Or c'est tout le contraire qu'on voit. En même temps, c'est aux Maghrébins de choisir comment ils veulent être gouvernés. Exactement. C'est-à-dire de quel droit nous, ici, bien installés, bien assis en Europe, on peut leur dicter comment ils puissent se gouverner. Et surtout dans ces pays du Maghreb
qui, pour eux, ils pensent plutôt qu'ils ont imposé, leur jeunesse a imposé cette démocratisation et cette révolution, parfois contre l'avis des gouvernants occidentaux, qui au début, souvenons-nous des déclarations de Michel Alliamari, voulaient quand même aider les dictateurs à se maintenir. Je ne parle pas de la Libye où vraiment la position occidentale a été plus qu'honorable. Alors, c'est qui ces islamistes? Parce qu'on parle d'islamistes modérés, on parle d'islamistes radicaux. Est-ce qu'ils ont compris aussi, ces islamistes, qu'il faut qu'ils fassent attention aussi à être à l'écoute d'un peuple qui s'occidentalise aussi, qui a des idéaux de liberté un peu comme en Occident? En Égypte, actuellement, les élections se déroulent aujourd'hui ou demain. Il y a tellement de votants qui sont obligés d'étaler le vote sur 2 jours. En Égypte, certains modérés, qui se disent eux-mêmes modérés, avouent qu'ils ont été obligés de signer des compromis avec les plus salafistes, parce que c'est quand même les salafistes qui sont dans les œuvres sociales et donc qui rabattent le gros des votants. Et donc, cette expression de modéré, pour moi, elle est à la limite de l'impropre. Comment on peut parler de modéré alors qu'on s'allie avec les gens qui sont salafistes et qui sont, même s'ils sont candidats et qu'ils veulent donner du vernis démocratique, quand même, jusqu'à des dates récentes, ils avaient du mal à condamner de manière très claire et sans la moindre ambiguïté les attentats qui font quand même des victimes civiles partout en Occident. Nous allons prendre Charles au bout du fil, s'il m'entend. Bonjour Charles. Oui, bonjour Tata Génie. Je vous écoute Charles. Voilà, c'est pour parler de Maghreb aujourd'hui. Oui. Mais moi je trouve l'Occident, il n'y a même pas un adjectif pour les qualifier. Ils ont instauré la démocratie et aujourd'hui on voit vraiment la société maghrébine. C'est une société islamique bien structurée, une civilisation d'antiquité. S'ils sont honnêtes, ils veulent la démocratie. Les Maghrébins, ils ont choisi les islamistes. Moi, je suis chrétien, mais je suis très content et je suis africain, fier d'eux. Il faut qu'on les respecte dans leur société, dans leurs coutumes. C'est qu'il y a certains, même dans le monde entier, qui sont collaborateurs des Occidentaux, qui disent que c'est la démocratie. Et nous, ici, on ne vit pas cette démocratie. Surtout en France, quand on dit fraternité, l'égalité, tout ça, on ne les vit pas. Ce n'est pas la démocratie. Il y a un système qu'on voit qui nous met dans une situation vraiment intolérable. Il faut applaudir le Maghreb et ne pas oublier aussi, peut-être influencer les Africains du Sahel, de réagir la même chose, que nos sociétés changent et qu'on commence vraiment à vivre nos propres valeurs comme font maintenant les Maghrébins. Merci. Merci Charles de votre appel. Hassan Ould Lebat, c'est un point de vue intéressant. Absolument, c'est très intéressant cette fierté partagée des Africains envers les Maghrébins. Mais en même temps, le problème que le Maghreb pose, c'est que jamais aucun pays arabe, aucun pays sunnite, je veux dire, n'a été dirigé par un gouvernement issu d'élections démocratiques libres. Et donc, les islamistes n'ont jamais dirigé dans le monde arabe. Ce sera, mis à part en Algérie en 91 où ils ont gagné mais n'ont pas gouverné, ce serait très intéressant dans les jours qui viennent. C'est même à la limite de la curiosité du laboratoire de voir comment cela va se passer. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait se passer en Algérie? L'Algérie ne peut pas rester isolée de ce mouvement. C'est très curieux de voir qu'elle est entourée des pays qui se démocratisent petit à petit, alors que curieusement, c'est le premier pays quand même en 91 où les islamistes ont gagné. On a vu ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que ces islamistes algériens qui se disaient démocrates, qui se disaient pétris des idéaux universalistes, dès que l'armée leur a barré la route par la force, eh bien, ils ont utilisé le langage de l'armée, c'est-à-dire la force. Alors, le risque avec les islamistes, c'est est-ce que maintenant ils ne sont pas en train de nous endormir avec les beaux discours en disant on sera de toute façon démocratique et puis n'ayez pas peur, mais le danger, c'est est-ce qu'il y aura alternance? Le jour où on n'est plus satisfait de ces islamistes, est-ce qu'on pourra les mettre dehors par les urnes ou pas? Ou alors est-ce qu'ils vont changer les règles du jeu une fois qu'ils sont au pouvoir? Ouais, comme on dit. Un dernier appel. Brigitte appelle de Douala au Cameroun pour la situation au Maghreb et nous l'avons perdu. Merci Hassan Ould Lebat pour ces éclairages. À très bientôt sur Africa numéro 1 et bonne journée.